Bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette émission spéciale consacrée aux élections départementales. Comme vous le savez, ou pas, nous votons dimanche prochain, 22 mars, et le dimanche suivant, pour élire en totalité l'Assemblée départementale qu'on appelait il y a peu encore le Conseil général. Les règles du jeu ont changé en profondeur. Une majorité d'électeurs ignorent les frontières de leur canton. Beaucoup d'entre nous avons une perception très floue du rôle de l'Assemblée départementale. Si on y ajoute l'ambiance générale de désenchantement et même de rejet de la politique, on peut dire que tous les ingrédients sont réunis pour qu'un record d'abstention soit battu dimanche. C'est pourquoi nous avons souhaité, à TBO, vous proposer ce tour d'horizon, à la fois politique et institutionnel du Finistère. Pour en parler, deux invités sont avec moi autour de cette table. Mon confrère du Télégramme, René Pérez. Bonjour. Bonsoir René, un observateur avisé de la vie politique. Je passe mon temps à TBO ces temps-ci. La vie politique du département, René. Et un spécialiste des collectivités locales, Jean-Luc Boeuf. Bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Merci messieurs. Jean-Luc Boeuf, vous êtes aujourd'hui directeur général des services de la ville et de l'agglomération de Quimper, après avoir dirigé plusieurs autres collectivités territoriales de différents niveaux, des villes, des départements, des régions. Vous enseignez à l'Institut d'études politiques de Paris, à Sciences Po Paris. Vous êtes aussi membre de l'Institut Montaigne, un think tank de sensibilité plutôt libérale. Et vous êtes l'auteur de plusieurs livres de sciences politiques, au sujet notamment de l'organisation territoriale, des finances locales. Votre dernier né, qui s'appelle La Nouvelle-France, 4 saisons dans les territoires, vient de sortir. Et avec vous, nous allons parler de tous ces changements inhérents donc à cette élection départementale. Avant toute chose, je vous propose un petit pense-bête signé Julie Sicot. Pour ces élections départementales des 22 et 29 mars, il faut noter plusieurs changements. À commencer par le nom, oubliez le conseil général, place au conseil départemental, et le conseiller général devient donc conseiller départemental. Autre changement, de 54 cantons, on passe à 27, mais le nombre de conseillers reste le même. Les changements ne s'arrêtent pas là. Auparavant, le conseil départemental était renouvelé partiellement tous les 3 ans. Cette année, pour ces élections, la totalité de l'Assemblée est remplacée. Vous élirez un binôme composé d'un homme et d'une femme au scrutin majoritaire à 2 tours pour 6 ans. Cette année, 270 candidats se présentent, soit 135 binômes. Le Conseil général existe depuis 1790, mais l'institution telle qu'on la connaît est mise en place en 1982 avec la loi de décentralisation. Le Conseil général du Finistère est situé à Quimper. Il est présidé par Pierre Maille. Près de 3800 personnes travaillent pour cette institution. Avec un budget d'1 milliard d'euros, le département doit répondre à plusieurs compétences. Il a notamment en charge l'aide sociale, que ce soit l'enfance, les personnes âgées ou handicapées, mais aussi le RSA, le revenu de solidarité active, ou la précarité énergétique. Il gère aussi les transports et les 56 aires de covoiturage, les routes, mais aussi le transport scolaire en autocar. 22 000 élèves sont transportés chaque jour dans le Finistère. En parlant d'éducation, le conseil départemental s'occupe de gérer les 63 collèges, mais aussi la culture avec les archives départementales ou certains musées et bibliothèques. Dans son champ de compétences, on trouve aussi les ports de pêche ou encore le tourisme. Il finance également une partie des services de secours et d'incendie. Alors, pendant ce court sujet, Jean-Luc Boeuf, vous nous disiez que certaines de ces idées étaient déjà dans un rapport Mauroy de 1982, c'est bien cela? Alors de 2000. 2000, pardon. En fait, 2 mesures étaient déjà prévues depuis de nombreuses années. La première, c'était le renouvellement intégral de l'ancien Conseil général. Le législateur de 1992 l'avait voté et en 1994, le gouvernement était revenu dessus. Et deuxième mesure, c'est le nom même de l'institution. Effectivement, parler de conseil général pour un département, cela pouvait emmener un petit peu de brouillage. Et donc le rapport Mauroy de 2000 prévoyait de changer le nom. Voilà, donc la politique est un éternel recommencement ou presque. Il y a eu du changement, parce que quand la gauche est arrivée au pouvoir, elle a supprimé le conseiller territorial qui devait représenter à la fois le département et la région, qui avait été voté sous le mandat de Nicolas Sarkozy. Alors la première question, René Pérez, question politique, on reviendra bien sûr sur toutes les questions d'organisation territoriale tout à l'heure. Un pronostic, puisque la question que tout le monde se pose, c'est est-ce que le département du Finistère peut basculer? Il est à gauche depuis pas mal d'années, est-ce qu'il peut passer à droite? Bien sûr qu'il peut basculer, puisqu'on a remis les compteurs à zéro, comme on l'a dit tout à l'heure, hein. Tout le monde part à égalité
égalité, cette fois-ci, il n'y a pas d'avance. Il peut basculer parce que les élections intermédiaires en France ne sont jamais bonnes pour les pouvoirs en place. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a mis les législatives juste après les présidentielles. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on est un peuple assez versatile. On vote pour un président et 2 ans après, on votait pour le camp adverse, ce qui nous a donné quelques cohabitations avec tous les blocages que ça a représenté. Les élections intermédiaires ne sont jamais bonnes pour le pouvoir en place et avec la situation actuelle, ce sera encore plus mauvais. Et puis, ça s'annonce assez dur. Peut-être que le Finistère fera partie de ceux qui peuvent basculer, même si Pierre Maille, l'autre jour, nous a dit qu'il était très optimiste. Est-ce que, selon vous, René, le PS s'est un peu tiré d'une balle dans le pied avec cette réforme territoriale, sinon illisible, du moins très très compliquée à décrypter et à comprendre? Alors, il faut rappeler quand même que l'objectif essentiel, c'était la parité intégrale, de mettre autant de femmes que d'hommes, c'était une vieille proposition. Et donc, on est obligé de repartir tous à zéro. Alors que jusqu'à présent, dans la mandature précédente, il y avait 40 sièges pour la gauche et 14 pour la droite. Donc, si on avait fait, comme d'habitude, une élection par moitié, la gauche partait avec un tel avantage qu'elle était presque assurée de repasser. Là, il y a le gros risque qui a été pris de tout remettre à zéro, de faire la parité intégrale et de perdre ses élections. C'est quasi acquis maintenant que la gauche va perdre ses élections. Pour la raison que je vous disais tout à l'heure, les élections intermédiaires ne sont jamais bonnes pour le pouvoir en place. Jean-Luc Boeuf, rapidement sur cette réforme, c'était pas le bon moment? Je parlerai du mot de brouillage pour l'électeur. On lui a expliqué à cet électeur départemental en janvier 2014, c'était le président de la République lui-même, que le département allait disparaître. Quelques semaines plus tard, le Premier ministre dit que la date est fixée à 2020. Donc il y a 1 an, la messe était dite, le département devait disparaître et on allait lui répartir les dépouilles entre les intercommunalités et les régions en termes de compétences. Les régions, les lycées, peut-être les routes, et les intercommunalités, l'action sociale. Et puis au fil des mois, c'est sans doute l'action des parlementaires, d'opposition comme de majorité, on a dit finalement on va garder la coquille département. Et puis finalement on va garder les compétences sociales. Et puis finalement, on garde les compétences routières. Et puis, on a appris il y a quelques semaines que finalement, on gardait les compétences en termes de collège. Donc, l'électeur aujourd'hui se retrouve 1 an plus tard avec un message complètement brouillé. Après avoir été vilipendé, le département est aujourd'hui présenté comme l'institution qui permettra demain l'élection de la parité intégrale. Alors, on va y arriver. Et effectivement, puisque vous parlez de brouillage, on a un petit micro-trottoir qui tend à le démontrer. Effectivement, ce n'est pas très clair dans l'esprit de nos concitoyens. Non, pas du tout, on n'était pas au courant. Oui, je compte aller aux élections. Je crois que j'étais au courant, mais je ne compte pas spécialement y aller. C'est par manque d'intérêt. Évidemment, je pense y aller. C'est important pour moi, quoi. Pas pour moi. Je pense que pour tout le monde, c'est important. C'est une des élections où on connaît le moins, en fin de compte, les attributions des élus. Je sais que le gros changement, c'est qu'ils sont par binôme. Des conseillers généraux sont utiles ici pour les décisions locales, que ce soit pour l'école, que ce soit pour les cantines, que ce soit pour la route, l'infrastructure, il y a plein de choses, quoi. Collège, route, aménagement, création de salles multisport. Je ne sais pas ce que gère le conseil départemental. Alors il y a une sorte de paradoxe, Jean-Luc Boeuf. On voit que beaucoup de nos concitoyens sont un petit peu dans le flou. On méconnaîtrait finalement l'institution qui nous accompagne tout au long de notre vie, de la toute petite enfance, jusque pour certains d'entre nous la maison de retraite. Comment vous expliquez ça ? Je pense que ce paradoxe de la non-connaissance du Conseil général vient de son histoire. Lorsqu'il a été créé, à la fin de la Révolution française et sous Napoléon, il s'agissait de faire tenir par l'État les grandes compétences. Des compétences de sécurité, l'État les exerce toujours aujourd'hui, et puis des compétences sociales, c'est-à-dire suivre l'individu fragile de la naissance à la mort. Ça donne les allocations d'enfance, l'aide aux adultes et aux jeunes handicapés, l'aide aux personnes sans travail avec le revenu de solidarité active, l'aide aux personnes âgées avec l'allocation personnalisée d'autonomie. Et puis au fil du temps, à ce Conseil général, jusqu'à dimanche prochain, l'État lui a transféré les routes. N'oublions pas qu'aujourd'hui, la totalité du réseau départemental français, c'est l'équivalent de la distance de la Terre à la Lune. Alors c'est très poétique, à 2 jours de l'éclipse de vendredi. Ça veut dire que 380 000 km sont gérés par les conseils départementaux. Ça veut dire que dans un département comme le Finistère, plus de 4 000 km de routes sont gérées. Donc cette méconnaissance pour moi vient du fait que c'est l'héritage de compétences exercées par l'État. Et en termes de représentativité, lorsqu'on a mis en place les élections cantonales à la fin du 19e siècle, on a voulu faire comme le Sénat, c'est-à-dire une assemblée qui évolue petit à petit. Au lieu de renouveler par tiers, on renouvelait par moitié. Et cela a été dit tout à l'heure, quand on renouvelle une instance par moitié, eh bien, de 3 ans en 3 ans, on retrouve toujours à peu près les mêmes. Je
crois qu'il faut aussi ajouter que ce sont des missions plutôt obscures. C'est pas très clinquant de gérer les maisons de retraite, de s'occuper de la jeunesse, etc. Quand on fait un pont, quand le Conseil général fait pont de Térénèse, les gens retiennent. C'est le département qui a créé un pont, ça, comme César. On le fait tous les demi-siècles. Voilà. Et pour tout le reste, c'est de la mission quotidienne qui reste un peu linéaire. On a du mal à voir. Et alors, on se pose aussi la question, entre la droite et la gauche, au Conseil général, est-ce qu'il y aura des politiques véritablement différentes? Ça n'apparaît pas vraiment. Donc, c'est vrai que le tout, comme vous le disiez tout à l'heure, ça fait un certain brouillage, mais ça reste quand même une institution de proximité qui rend d'éminents services. On l'ignore, mais qui rend tous les jours d'éminents services. Il y a des marges de manœuvre, Jean-Luc Boeuf, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des choix de gauche et des choix de droite, si tant est que ce clivage ait encore du sens aujourd'hui, mais on y reviendra tout à l'heure. Alors, on peut peut-être le voir un petit peu différemment. Dans toutes les compétences exercées par le conseil départemental demain, conseil général hier, quasiment 90%, ce sont des compétences obligatoires. Gérer des lycées, entretenir des routes départementales, s'occuper des personnes fragiles. Là où la notion droite-gauche peut arriver, peut infléchir certaines politiques, c'est de façon politicienne sur l'intervention dans certains endroits, dans certains cantons. Je construirai tel collège avant tel autre parce que telle personnalité politique du département le demande, le réclame, l'obtient. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ce sont les inflexions que peuvent donner une majorité de droite ou de gauche, par exemple vis-à-vis du rapport à l'impôt, vis-à-vis du rapport de l'aide aux entreprises. Voilà, ce sont les deux grandes inflexions possibles. Mais sur des montants finalement relativement limités, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment un levier extrêmement puissant, si ? Alors le levier peut être puissant si une majorité d'un département a une vision uniquement politicienne de la gestion de son département, ce qui n'est pas possible puisque vous avez tous les autres, non pas conseillers départementaux demain, mais tous les autres élus qui souhaitent évidemment avoir une gestion équilibrée du territoire. Mais des inflexions sont possibles, notamment en matière de fiscalité et de finances. Alors, autre question centrale dans ce scrutin, peut-être même à l'excès, diront certains, c'est la question du Front National. La Bretagne n'est pas vraiment une terre promise pour le parti de Marine Le Pen, mais cela dit, des binômes sont présents dans la totalité des cantons du département, ce qui est quand même une vraie première. On va voir tout de suite un exemple à Morlaix. Francine Remacle et Aymeric Cariou sont candidats du Front National pour le canton de Plouigneau. S'ils sont élus, comment vont-ils gérer les plus de 1 milliard de budget alloués au conseil départemental, en particulier l'aide sociale, dont le département est le principal financeur? Il faudrait savoir à qui on les donne, comment elles sont distribuées, alors qu'on a des personnes âgées qui n'ont même pas le minimum vieillesse pour vivre, etc. Il faut aussi lutter contre la fraude au RSA par exemple, je pense notamment à cela, lutter contre la fraude, puisque c'est de l'argent public gaspillé et, dans ces temps difficiles. Vous savez comme moi, nous ne pouvons pas nous permettre de gaspiller l'argent public. Parmi les autres grands thèmes défendus pour les départementales par ces candidats, on retrouve surtout les grands sujets nationaux du parti de Marine Le Pen. Nous voulons défendre tout d'abord la ruralité qui est malmenée aujourd'hui, donc l'insécurité également, et nous-mêmes travailler en projet commun avec les maires de communes en coordination effectivement pour accroître donc les patrouilles de gendarmerie ou police nationale selon les cantons bien sûr où se situent les forces de l'ordre respectives. Avec une moyenne d'âge de 50 ans, à 27 et 71 ans, Aymeric et Francine sont le portrait parfait des candidats finistériens du FN. Nous tirons effectivement les expériences des plus anciens. Voilà pourquoi aussi je m'associe avec mon binôme, Francine, de 71 ans. Elle a l'expérience que je n'ai pas. Francine est adhérente depuis 30 ans, c'est sa 3e élection. Aymeric est sympathisant au Front National depuis 10 ans. Il se présente pour la première fois. Alors René Pérez, qu'est-ce qui s'est passé dans ce Finistère, tradition démocrate chrétienne, on le croyait à l'abri de ces soubresauts politiques? Alors il faut d'abord préciser que le Finistère est quand même le département français qui a le moins voté pour le Front National aux européennes. Si on accepte Paris, parce que Paris est une ville où il y a beaucoup d'étrangers, mais le Front National fait 8 ou 9%, c'est pour ça d'ailleurs que Marine Le Pen n'aime pas trop, c'est pas sur son territoire, elle avait préféré la dernière fois descendre. Donc on n'est pas une terre d'élection pour l'instant du Front National ici, mais il y a eu quand même ce coup de tonnerre des européennes qui n'étaient pas liées à une progression spectaculaire du Front National, mais simplement à l'abstention.
Parce qu'on parle de pourcentage, on ne parle pas de chiffres bruts, ce sont des pourcentages. Et d'un seul coup, le Front National, qui d'habitude ne dépassait pas 10%, on a vu que dans les campagnes, le Front National a fait son chemin avec la crise. Mais là, on s'est retrouvé avec un Front National à 17%, et peut-être même que sans les listes de Christian Troadec, le Front National aurait pu être premier en Bretagne. On a failli avoir un Front National premier en Bretagne. Alors il y a une barrière qui est celle des fameux 12,5% des inscrits qui sont nécessaires pour pouvoir se présenter au second tour. Ça peut avoir un effet de barrage dans un département comme celui-ci pour le Front National, mais peut-être aussi pour d'autres formations ailleurs en France. Alors moi je fais un pari, mais je crois que tout le monde le fait en ce moment, c'est que c'est une balle dans le pied que s'est tiré le Parti Socialiste, parce que c'est lui qui va souffrir de ces 12,5%. Pour une raison simple, peut-être pas dans le Finistère. Ici dans le Finistère, c'est peut-être le Front National, mais pour une raison simple, c'est qu'à gauche, il y a une multiplicité de candidatures et qu'on risque de se retrouver avec ce qui s'était passé avec Jospin en 2002, c'est-à-dire qu'un émiettement comme ça de toutes les voix de gauche, et qu'on se retrouve avec une gauche qui peut être première au premier tour, mais dont le meilleur représentant ne se retrouve que troisième. Et avec cette barre des 12,5% qui l'empêchera de se présenter au deuxième tour, on va se retrouver avec des scénarios comme ça. C'est sans doute moins évident ici dans le Finistère. Jean-Luc Boeuf, ce seuil des 12,5%, c'est effectivement une erreur stratégique ? C'est une erreur stratégique, mais en faisant un petit peu d'histoire, il faudrait rappeler quand a été instauré pour la première fois le seuil des 12,5% en France. Il a été instauré pour la première fois pour les élections législatives de 1978. La formation au pouvoir donc était le président de la République Valéry Giscard d'Estaing, le Premier ministre Raymond Barre, qui avait une peur bleue du RPR de l'époque, de Jacques Chirac. Et donc, pour éviter le plus de triangulaire possible aux législatives, le gouvernement s'était dit, fixons une barre de conditions extrêmement rigoureuses d'accès au second tour. Comme ça, on limitera l'accès au second tour. Mais en fixant la barre à 12,5% des inscrits, lorsque vous avez un taux de participation très faible, eh bien, c'est quasiment l'élimination directe de tous les candidats, à l'exception des deux premiers. Ce qui peut jouer en période d'élections législatives où vous vous retrouvez à 3 ou 4 candidats, des quadrangulaires sont possibles. Dans les élections cantonales, avec le taux d'abstention auquel nous nous attendons, eh bien, cela fera de l'élimination directe. Et le parti qui va le plus en souffrir, c'est le parti qui est le moins capable de présenter des candidatures unies au premier tour. Et aujourd'hui, c'est le Parti Socialiste. Voilà. On y reviendra tout à l'heure. Alors, puisqu'on parle du Parti Socialiste, justement, Pierre Maille donc, a décidé de passer le relais, et de passer le relais à une femme, Nathalie Sarrabezolle, qui a été désignée officiellement tête de file du Parti Socialiste, qui est candidate sur le canton de Guipava. On va voir tout de suite comment se passe ce passage de témoin. Réunion publique à la Velvor à Plougastel-Daoulas pour le binôme Nathalie Sarrabezolle-Stéphane Perron. Les deux socialistes sont candidats sur le canton du Relecq-Kerhuon, Guipava-Plougastel, pour les élections départementales. Une assistance clairsemée est venue entendre le duo, un homme, une femme, un néophyte et une élue expérimentée. Je suis élue depuis 2008 et c'est un mandat qui est extrêmement enrichissant, qui est très intéressant, dans lequel on a l'occasion d'agir. Et c'est la raison pour laquelle je souhaite pouvoir à nouveau travailler pour les Finistériens. Je suis jeune, pas jeune, j'ai 48 ans, mais jeune au niveau de la politique, parce que ça fait que depuis 2 mois et demi que j'y suis. Donc vous voyez, c'est quand même assez récent. Pressentie pour être la future présidente de l'Assemblée départementale, Nathalie Sarrabezolle est soutenue par l'actuel président, Pierre Maille, et par le député Richard Ferrand. En tant que vice-présidente chargée du social, la candidate a dû justifier ses choix, notamment sur la question des personnels des EHPAD, les établissements pour personnes âgées dépendantes. Je suis retraitée CFDT, je suis appelée régulièrement à manifester à Quimper pour les EHPAD, où le personnel se plaint d'avoir des conditions de travail de plus en plus difficiles. Les tarifs de journée dans le Finistère sont peu élevés par rapport à d'autres départements. Mais d'un autre côté, c'est vrai que ça contraint les établissements en termes du personnel. Donc c'est cet équilibre que nous avons à trouver entre l'accessibilité des établissements pour les personnes et puis des moyens de travailler. Le binôme est animé par le même projet porté par le Parti Socialiste, la solidarité, mais une solidarité responsable. Nous ne voulons pas devenir un guichet où on verse des allocations et on n'accompagne plus les personnes. Comment faire mieux avec des ressources moindres? À mon avis, c'est en innovant, c'est améliorant la relation à l'autre. Les nouveaux élus départementaux devront faire des arbitrages. Pour la première fois, le Conseil général du Finistère a adopté un budget 2015 avec des recettes en baisse, mais des prestations sociales toujours en hausse.
Alors René, on voit que Nathalie Sarrebezol connaît bien la gestion des affaires départementales. Cela dit, elle a un binôme qui dit lui-même qu'il est assez jeune en politique. Est-ce que ça forme un couple suffisamment solide, suffisamment fort pour faire face au vent contraire, selon vous? Moi, je crois que le couple est solide et puis elle a un peu l'expérience, même si elle n'est pas très ancienne en politique, elle a l'expérience d'un mandat comme vice-présidente chargée des affaires sociales, c'est la plus grosse compétence du Conseil général. Donc ça il vaut mieux une gestionnaire qu'une personnalité, je dirais, un peu flamboyante et charismatique. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce que vous disiez, avec le nombre de dépenses qui sont impératives, auxquelles on ne peut pas déroger. De plus en plus, les conseils généraux vont devenir des organismes de gestion. C'était des organismes politiques et on le voit. Ils sont tellement contraints financièrement qu'ils n'ont plus beaucoup de marge. Donc c'est essentiellement des gestionnaires qu'on va retrouver. Elle a forcément les compétences. Encore faut-il qu'elle s'impose au premier tour. Elle est dans un canton extrêmement difficile, où il y a plusieurs candidatures de gauche, comme on le disait tout à l'heure, et même ce coquin de Christian Troidec est allé mettre un candidat chez elle, enfin un binôme chez elle, alors qu'il n'y en a que 5 dans le département. Il aime bien taquiner le Parti socialiste. Il aime bien taquiner, et donc ça complique encore un peu plus sa tâche, mais bon, a priori, elle est favorite parce que, au Relecq-Kerhuon notamment, la gauche avait fait un score phénoménal aux dernières élections, et donc je pense que ça devrait quand même passer. Alors, on l'a rapidement évoqué tout à l'heure, Pierre Maille voulait vraiment que ce soit une femme. Ça, c'était vraiment posé. Il a raison, ce sera une femme, mais ce sera peut-être pas une femme de gauche, puisqu'en face, c'est effectivement 2 femmes qui sont candidates, c'est Bernadette Malgorn et Marguerite Lamour, qu'on va peut-être retrouver toutes les deux si jamais la droite passe, et ce qui n'est pas totalement exclu. Alors Bernadette Malgorn, oui, qui a quand même réussi une petite percée au municipal, on y reviendra tout à l'heure. Une grosse percée, même sur Brest. Marguerite Lamour, qui a la légitimité aussi de son ancien mandat de député, qui est fortement implanté sur le canton de Plabennec, si je ne me trompe. Ploudalmézeau-Plabennec. Qui est assez discrète, au demeurant, mais pour cette campagne. Peut-être qu'il faut être discret en ce moment. Peut-être qu'il faut être discret. Vous savez, le Conseil général, les élus du Conseil général ne sont pas, en général, pas très flamboyants, pas très clinquants, sont des gens qui travaillent de terrain, etc. Elle attend, elle ne se montre pas pour l'instant, mais si jamais la droite passe, il y a le jour, dans les 2-3 jours qui suivront, il faudra l'élection du président, et là, peut-être qu'elle dira, je suis candidate, moi aussi, avec Madame Malgorn, en espérant que peut-être elle devance Bernadette Malgorn au premier tour de cette élection. Jean-Luc Boeuf, sur cette parité un peu forcée, quel est votre sentiment? Quelle est votre analyse? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il fallait ça pour passer un cran et pour que les femmes, enfin, osent se lancer en politique? La France se caractérise par rapport à ses consoeurs européennes par une entrée très tardive dans l'accès à la parité homme-femme en politique. Et ce ne sont que par des coups de boutoir législatifs ou par des amendes financières très fortes que les partis y sont parvenus. Et donc en ce sens, s'il fallait retenir un seul succès de ces élections départementales, ce serait celui de la parité absolue. La question du mode de scrutin en est une autre. On peut avoir évidemment des avis très divergents là-dessus, mais la question de la parité, elle est simple. D'ailleurs, c'est un scrutin unique au monde qui a été instauré pour ces élections. Il n'y a pas d'équivalent? Non. Ah, vous voyez, bon, la Bretagne conserve sa tradition Et pour ce qui est de la flamboyance supposée des élus ou des candidats, on peut rappeler que dans de nombreux départements en France, les conseillers généraux hier, départementaux demain, ne siègent pas par parti, mais siègent par ancienneté d'arrivée. Bien sûr, cela va s'arrêter automatiquement avec le renouvellement intégral du conseil général en départemental, mais dans beaucoup d'endroits, ce sont les conseillers généraux les plus anciens, les plus chenus, qui sont en bas de l'hémicycle, et puis on tourne dans une forme d'escargot. Plus chenu, il y a longtemps qu'on n'avait pas entendu ce mot-là. Alors, il y aura plus beaucoup de chenus parce que vous avez vu quand même que cette élection est marquée par le départ de toute une génération. Ah oui, il y a un gros renouvellement, donc pour avoir des chenus, il va falloir attendre une vingtaine d'années. Sauf erreur de ma part, je n'ai compté qu'il n'y avait que 17 sortants. Ce qui est quand même moins du tiers. Il a fallu faire des places aux femmes, et forcément on a pris les plus anciens qui avaient déjà fait carrière, on leur a dit il faut laisser la place maintenant. Et il y a un renouvellement, pratiquement dans tous les conseils généraux, c'est au moins la moitié. Et alors, je ne vous dis pas en Haute-Corse, où il n'y avait pas une seule femme. Il n'y avait pas une seule femme jusqu'à présent, donc il faut renouveler d'office, il faut en mettre la moitié dehors. Voilà, donc c'est un double avantage, il y a à la fois la parité, mais aussi l'appel d'air finalement que ça génère. Alors, pour la Haute-Corse, il sera de faible durée, puisque le département est appelé à disparaître avec les prochaines élections régionales. Pour la Corse. Ah bon, pour la Corse, pour la Corse. Voilà, oui, parce qu'ils ont région. Ils suppriment les 2 départements et on revient à l'Assemblée territoriale unique. Très bien. Alors nous poursuivons notre tour d'horizon. On a évoqué tout à l'heure cet émiettement, cette dispersion, notamment à gauche. On compte des binômes Parti communiste Front de gauche dans 14 cantons sur les 27. On compte des binômes Europe Écologie dans 17 des 27 cantons. On va voir tout de suite un exemple du Front de gauche à Quimper.
Ce sont les propositions des candidats communistes et Front de gauche, élections départementales. Rencontre avec la population de Pénars pour l'équipe du Front de gauche, candidate sur le canton de Quimper-Ouest. Yvonne Rénéro, professeure à la retraite, et Georges Lagadic, expert automobile, ancien syndicaliste, n'en sont pas à leur première candidature. Ils participaient déjà au scrutin des cantonales en 2008. Avec leurs remplaçants, Émile Duhaut et Christine Cerdreux, ces militants communistes voient comme une évidence leur engagement dans cette campagne des départementales 2015. Il nous semblait nécessaire d'être candidat sur Quimper, Front de gauche, pour nous marquer vraiment à gauche par rapport à la politique actuelle. Ces candidats du Front de gauche entendent s'opposer aux votes extrêmes favorisés par la baisse des dotations de l'État aux collectivités locales. Parce que le département, c'est le pivot de pratiquement toutes les politiques de solidarité. Ça concerne la jeunesse, ça concerne les personnes âgées, l'aide aux associations. Mais aujourd'hui, ces politiques sont mises en cause par une décision gouvernementale d'austérité et de baisse des dotations aux collectivités. Allant plus loin, les candidats du Front de gauche revendiquent l'instauration d'un service public départemental. Beaucoup de gens sont obligés de recourir au privé qui coûte très cher. Ah oui, ça revient cher si on veut avoir une aide. Hein. Et ça revient très cher, voilà. Ah ouais, donc ouais. Il faut un service public. Je propose un service public de l'aide à la personne. C'est très important dans ce département, avec une organisation départementale, en particulier des réponses à la perte d'autonomie. Habitués des élections cantonales, les candidats communistes du Front de gauche totalisaient 5,38% des suffrages lors du dernier scrutin sur le canton de Quimper 3 en 2008. René Pérez sur le Front de gauche, donc parfois avec le PC, parfois sans. Le problème du Parti communiste, c'est que parfois ils sont avec le PS. Ils sont par exemple dans la gestion des villes, on a vu dans le Finistère au municipal, ils étaient avec le Parti socialiste et ils ont réussi à s'en tirer, heureusement grâce à cette alliance. C'est pas du tout la tradition au cantonal. Là. Ils ont tendance à aller chercher ailleurs et plutôt du côté de la gauche, mais ils n'ont aucune chance d'avoir un candidat. Ils n'avaient plus d'élus au Conseil général, donc il n'y aura pas véritablement de perte de leur côté. Mais avec cette stratégie-là, c'est sûr qu'ils vont être un peu laminés quand même, sur cette élection. Là, dans le sujet que nous avons vu, Jean-Luc Boeuf, on parlait d'un service départemental d'aide à la personne. Quelle réaction ça suscite de votre part ? Pour être très direct, c'est l'exemple type de mesure qui est purement électoraliste, parce qu'on peut faire beaucoup de reproches aux conseils généraux. Mais s'il y a vraiment quelque chose qui existe, c'est le service d'aide à la personne pour les personnes âgées, au travers de l'aide personnalisée d'autonomie, au travers des services d'aide à la personne, au travers des aides à domicile en milieu rural. Donc vraiment, c'est quelque chose qui maille le territoire. On peut bien sûr toujours faire plus, on peut abaisser les seuils, on peut intervenir plus tôt. Mais en l'occurrence, la proposition qui est faite par le candidat est quelque chose qui existe déjà. Qui existe déjà. Oui. Alors tout de suite, nous allons nous diriger vers Fouesnant là, pour s'intéresser aux écologistes d'Europe Écologie Les Verts. Touchés par le problème des algues vertes ou encore de la submersion marine, les écologistes du canton de Fouesnant sont très actifs dans leur localité. Aujourd'hui, le binôme, composé par Vincent Esnault et Astrid Gauguin, souhaite continuer à défendre les idées d'Europe Écologie Les Verts sur l'échelle départementale. Malgré tous les plans qui sont mis en place, on continue d'urbaniser dans des secteurs qui ne devraient pas l'être. Le plan algues vertes, par exemple, aussi, c'est aussi un gros souci dans le Finistère. C'est-à-dire qu'on continue de subventionner une agriculture qui produit des nitrates et donc produit des algues vertes. L'environnement est donc le fer de lance de leur programme, mais sans oublier les problématiques économiques. Le Finistère a beaucoup misé sur des grosses entreprises, notamment dans l'agroalimentaire, qui sont aujourd'hui dans une impasse. Nous, ce qu'on propose, c'est de recentrer justement sur les aides, notamment sur des initiatives locales, notamment en développant par exemple l'agriculture de proximité avec des circuits courts. D'où exporte ses poulets en Afrique. Il exporte du poulet congelé. Donc on ne peut pas accepter de vivre sur ce commerce-là. Et on ne peut pas se satisfaire de cette exportation et de justifier des emplois par cette catastrophe humanitaire. Le volet social n'est pas en reste parmi les priorités d'Europe Écologie Les Verts sur le département. L'action sociale, c'est pas la charité. Le département est un département vieillissant et donc il faut apporter une réponse concrète. On l'a vu avec le fiasco de l'ADMR et il faut trouver des solutions alternatives. Et c'est des solutions que nous proposons avec notamment une mise en place d'un service public pour la vieillesse.
Enfin, le binôme aime à rappeler que les idées des écologistes sont souvent avant-gardistes et reprises uniquement dans les situations d'urgence. Grâce aux élections, les candidats souhaiteraient mettre en place leurs actions dans le Finistère avant qu'il ne soit trop tard. On n'a pas le sentiment, René Pérez, que ce soit l'élection privilégiée pour les écologistes. C'est sûr que parler d'écologie à propos des personnes âgées, des jeunes, peut-être pour les routes, de l'APA, du RSA, etc., ils n'ont pas leur territoire. Ils ne sont pas tout à fait dans leur élément. C'est pas leur élément. Et il faut bien dire qu'ils ont un peu de mal à trouver des candidats qui soient vraiment motivés pour aller à cette... Il se trouve que ce sont en plus des compétences que le département n'a pas. Voilà, en fait, on a fait beaucoup de critiques aux collectivités locales sur le fait d'être un millefeuille et de mélanger les compétences. Mais si encore une fois quelque chose auquel on peut rendre hommage au conseil départemental demain, c'est que 3 de ses compétences font 90% de son budget, les collèges, les routes et l'action sociale. Les évolutions législatives récentes font que les compétences économiques vont aller quasi exclusivement aux régions et aux intercommunalités. Et la question de l'environnement, pareil, ce sont les communes et les intercommunalités et la région. Alors René, avant de parler des ambitions de la droite, revenons un peu sur cette dispersion. On a parlé des écologistes, donc qui font un peu bande à part, on a parlé du Front de gauche. Est-ce que c'est pas quand même ça fait pas peser un vrai risque sur les chances de la gauche de conserver les rênes du département dans 15 jours ? Cette élection sera favorable à la droite. On sait qu'elle va être favorable à la droite pour les raisons qu'on disait tout à l'heure. Ces élections de mi-mandat ne sont jamais favorables. Jusqu'où ira la victoire de la droite? C'est ça. Là, on va être sur 27 cantons, 27 batailles. C'est-à-dire que 27 endroits différents, il va y avoir un scrutin et à la fin, on compte les cantons gagnés. Celui qui a 14 l'emporte. Mais il n'y a pas simplement la politique du Conseil général qui entre en ligne de compte. Il y a l'équation personnelle des candidats. Alors là, comme les cantons sont un peu grandis, peut-être que l'équation personnelle... Ils ne sont pas très connus. Jouera peut-être moins parce que les cantons sont plus grands. Mais les candidats sont souvent très peu connus. Il y a eu beaucoup de changements, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Comme il y a eu beaucoup de changements, peut-être que l'équation personnelle, comme on le disait avant, jouera un petit peu moins. Mais cette dispersion à gauche, forcément, avec l'arrivée du Front National... Avant, il y avait la droite, la gauche. Et on savait qu'au deuxième tour, on allait trouver la droite, la gauche. Mais alors, quand il y a une dispersion comme celle-là, peut-être moins dans le Finistère, mais ailleurs, ça va être le cas, il va y avoir des UMP contre FN. Et le PS risque de se faire éliminer, justement, parce que c'est le camp qui est le plus dispersé. L'UMP, je ne sais pas si vous l'avez constaté, et notamment dans le Finistère, ils ont réussi à faire l'alliance avec l'UDI, avec toutes les formations, avec etc. Et il y a d'habitude, dans ce département, c'était plutôt la droite qui était dispersée. Là, c'est la gauche qui va de façon dispersée et qui prend le risque, effectivement, de perdre ce département. Vous avez identifié certains cantons où ce cas de figure pourrait se concrétiser, c'est-à-dire un second tour UMP-UDI contre FN? Alors, a priori, c'est plutôt à la campagne qu'on vote pour le Front National, mais à la campagne, il n'y a pas trop de candidatures. Cette multiplication de candidatures, on voit surtout à Brest. À Brest, le canton de Marc Labbé, qui a failli être le candidat retenu pour la présidence dans son canton, il y a 7 listes. Et sur ces 7 listes, de mémoire, je crois qu'il y en a 4, voire 5, avec Nouvelle Donne, etc., qui sont plutôt de gauche. Donc vous voyez le scénario qui peut... Non, je crois que c'est 4 seulement. Mais vous voyez le scénario qui peut se passer. C'est-à-dire une liste qui fait 17%, une autre 15%, une autre 13%, une autre 11%. Ça fait une gauche majoritaire, mais avec devant l'UMP et le Front National. Et avec la règle des 12 cernes, comme on disait tout à l'heure, éliminée. La gauche peut être en tête au premier tour et être éliminée. Et dans la presqu'île de Crozon, non? Où le FN a parfois fait des scores assez notables. Oui, le FN a des ambitions dans la presqu'île de Crozon. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Sophie Mével, qui est une candidate qui a eu plusieurs bannières, si je peux dire, ici à Brest, elle est partie dans la presqu'île de Crozon parce qu'elle sait que c'est un endroit qui peut être gagnable. Beaucoup de marine nationale, beaucoup de... Je ne pense pas que ce soit l'immigration qui joue beaucoup, mais c'est la France un peu traditionnelle, marine marchande, etc., honneur, famille, patrie, etc., et qui se reconnaissent plus dans le Front National que dans les autres formations. Il y a un point que nous n'avons pas encore abordé, Jean-Luc Boeuf, c'est la question du redécoupage cantonal, puisqu'on a dit tout à l'heure que le nombre total des cantons était divisé par 2, mais ça vaut à l'échelle nationale. Dans le Finistère, c'était 54, ça sera 27. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelles conséquences ça peut avoir? Est-ce que ça a été judicieux? Est-ce que c'était bien fait? Avec un petit rappel historique, il y a un autre moment dans l'histoire de France où on a quasiment divisé par 2 le nombre de cantons. C'est Napoléon qui l'a fait en 1800, lorsqu'il a pris les rênes avec la nouvelle constitution administrative de la France. Le nombre de cantons est passé de 4600 à 3000. Et pendant quasiment 150 ans, le nombre de cantons en France est resté aux alentours de 3000, 3200. Jusqu'aux années 1960, date de l'expansion démographique de la France. Et là, en une cinquantaine d'années, le nombre de cantons en France est passé de 3200 à 4600. Pour prendre en compte cette équation démographique. Et ce que le législateur voulait, c'était instaurer la parité stricte
et d'autre part, ne pas se faire retoquer par le Conseil constitutionnel sur le découpage cantonal. Alors pour le découpage cantonal, on peut dire beaucoup de choses, mais en France, on reste collé à une décision du Conseil constitutionnel de 1986 qui explique que le découpage législatif, à l'époque, n'est, entre guillemets, pas manifestement contraire à la Constitution. Et depuis ce moment-là, les découpeurs de tout poil, si je puis dire, de droite comme de gauche, lorsqu'ils sont ministres de l'Intérieur, eh bien, manient le couteau électoral avec doigté, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que les écarts démographiques ne soient pas trop importants, et en tout cas, ils le sont beaucoup moins avec le nouveau découpage qu'avec l'ancien. C'est ça, c'est une fourchette entre 27 000 à peu près et 37-38 000 habitants pour les plus grands cantons. Des cantons qui pouvaient être 25 fois plus, pas dans le Finistère, mais dans certaines régions de France, il y avait des cantons qui étaient 25 fois plus petits en population que le plus grand. Là, on essaie d'harmoniser un peu. En France, les deux extrêmes, c'était le canton d'Arles d'une part, qui avait à peu près 100 000 habitants, et d'autre part, vous aviez un canton dans les Hautes-Alpes et dans le sud de la Drôme, qui avait 700-800 habitants. Ouais, c'est ça, 100 fois plus. Alors. Nous poursuivons notre tour d'horizon. On parlait de la droite. Elle ne manque pas de confiance, on le constate ici, sur le marché à Saint-Paul-de-Léon. Entre les marchands de fruits et légumes et la pluie battante, Maëlle de Calan et Aline Chevauché mènent campagne sur le canton de Saint-Paul-de-Léon. Lui est militant UMP, elle se définit comme centre-droit non encarté, une alliance de raison qui fonctionne sous l'étiquette Alliance pour le Finistère depuis plusieurs scrutins. Au niveau de la ligne politique, si, nous sommes très proches. Vous savez, Maëlle, à l'UMP, appartient à la branche que je considère, moi, très modérée de l'UMP. Et moi, je me retrouve parfaitement dans cette ligne-là. Au-delà des étiquettes politiques, de l'UDI, de l'UMP, de tous ceux qui n'en ont pas, je pense qu'il y a une tradition de droite bretonne, qui est une droite sociale, une droite modérée, et une droite qui est persuadée qu'il n'y a pas de développement social sans développement économique. Et cette synthèse dans laquelle on croit et que nous on défend pendant cette campagne, ça nous soude. Un binôme qui veut allier le social et l'économie et qui ne s'inquiète pas de l'avenir de l'institution engagée par la réforme territoriale. Vous pouvez faire de ces compétences du développement économique. Les routes, c'est du développement économique. Et les routes, en l'occurrence, servent depuis plusieurs années de variable d'ajustement au budget départemental. L'aménagement du territoire, ça peut être du développement économique. Donc c'est clairement une question de choix. Il faut donner la possibilité aux gens de s'en sortir en leur trouvant des solutions pérennes. Bon, notamment au niveau de l'insertion. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire, notamment en proposant des formations plus adaptées aux jeunes, plus en adéquation en fait, avec les besoins. Et qu'il faudrait se rapprocher impérativement des entreprises pour connaître vraiment les besoins. Pas de parachutage sur des terres inconnues pour ce binôme. Elle est maire de Plouénan, lui est conseiller municipal à Roscoff. Un territoire qu'ils ne sont pas les seuls à défendre. Bonjour monsieur, c'est pour les élections, vous votez dans le département? Parmi les rencontres ce jour-là, l'actuel président du Conseil général, Pierre Maille. La droite n'a pas présidé le département depuis la fin du mandat de Charles Miossec en 1998, à l'époque étiqueté au RPR. Voilà, Maëlle de Calan, René Pérez, qui n'a pas toujours tenu ce discours sur le maintien du département. Il me semble qu'effectivement, il était contre le maintien des départements il y a un peu de temps. Là, il retrouve quelques vertus au département. Mais ça, c'est tout à fait classique. Dans les périodes électorales, on revient sur un certain nombre de choses parce qu'il faut aussi savoir s'adapter. Et on dit tous des bêtises. Eux, ils ont le droit de le dire, nous aussi. Voilà. Là, visiblement, il a refait un peu refait sa religion sur les départements. Ont-ils de l'avenir, ces départements, Jean-Luc Boeuf? Je crois que vous avez une idée un peu iconoclaste sur cette question. L'idée consisterait à supprimer les élections départementales et à garder le département. Bien évidemment, pas. C'est dommage que vous ne l'ayez pas eu avant, qu'on ne vous ait pas suivi avant. On n'aurait pas fait cette émission. Ça nous aurait sonné de dimanche et une grande marée. Non pas bien sûr par déni de démocratie, mais en proposant autre chose pour le département. Ce qui pose difficulté, ce n'est pas le département en tant que tel et ses compétences, mais c'est son mode de représentation. Et avec la façon dont les gens évoluent dans les territoires et l'évolution des compétences des régions, on pourrait imaginer un système selon lequel les présidents des intercommunalités siègent au conseil départemental, donc sans élection directe. Et de ce fait, eh bien, on garderait le département, ses compétences, mais ses représentants seraient issus de l'intercommunalité.
Voilà. Mais est-ce qu'on va pas sur des départements à géométrie variable, si je puis dire, comme ce qui se passe dans le Rhône, on sait que Lyon va manger le département, ça c'est quasi annoncé, que d'autres grosses agglomérations vont sans doute manger leur département. Ce sera peut-être encore que Nantes, on peut voir ça, les 600 000 habitants de l'agglomération de Nantes vont finir aussi peut-être par... et à l'inverse, des départements comme les... Alors ici à Brest, on a une métropole, l'exemple peut-être un peu différent, il faudra voir, mais un département comme le Côte-d'Armor resterait dans la structure actuelle. On s'oriente, moi j'ai l'impression, vers des départements comme ça un peu. À Paris, par exemple... C'est une hypothèse qui vous paraît crédible? Bien sûr, juste à Paris, il n'y a pas de département. C'est la ville qui est le département. Qui est le département. Et ce qui s'annonce à Lyon, c'est une ville qui deviendrait département également. D'ailleurs, à Lyon, il n'y a pas d'élection départementale ce week-end, sur le territoire de la métropole, depuis qu'elle est instaurée au 1er janvier. Donc Paris et Lyon seront les deux exceptions françaises, avec certains départements d'outre-mer. On peut imaginer aussi un département à plusieurs variables, c'est-à-dire dans les grandes métropoles, eh bien, le département disparaîtrait en tant que tel, et c'est la métropole qui prend les compétences, et dans les autres endroits, le département est maintenu. Mais ça donne d'autant plus d'intérêt à l'hypothèse de faire siéger au conseil départemental les représentants des intercommunalités, soit de façon directe quand le département a disparu, soit de façon indirecte quand le département est maintenu. Je reviens rapidement sur la droite, René Pérez. Bernadette Malgorn, c'est un peu auto-propulsée ou auto-proclamée candidate tête de liste. On ne voit pas Bernadette Malgorn aller à une élection comme ça, juste pour être chef des pompiers, comme elle me l'a dit un jour. Donc ça laisse supposer naturellement que si elle y va, c'est pour viser la présidence. Et elle a les encouragements quand même d'un certain nombre de personnes qui trouveraient plutôt accommodant qu'elle se retrouve la présidence du Conseil général, dans la mesure où ça libérerait quand même de la place pour les régionales, voire pour les législatives. C'est une personne qui quand même tient sa place. Voilà, et donc si elle devient présidente du Conseil général, ça dégage le terrain pour beaucoup d'autres choses. Le terrain régional pour des amis comme Marc Le Fur, par exemple. Alors, il y a aussi tout un ensemble de candidats sans étiquette, comme par exemple Nouvelle-Donne, les candidats de Nouvelle-Donne qui sont présents, je crois, dans 2 cantons seulement. Un ensemble de candidats comme Jean-Marc Puchois, par exemple, le maire de Lampol-Guimillot, dont l'engagement répond à un épisode douloureux, celui des abattoirs GAD qu'il a vécu en première ligne. On l'écoute tout de suite. Impliqué tout au long du combat pour la sauvegarde de l'abattoir GAD, le maire de Lampol-Guimillot souhaite continuer son engagement politique à l'échelon supérieur. Pour cela, Jean-Marc Puchois s'associe à Elisabeth Guillerme et le binôme se présente sur le canton de Landivisiau pour les élections départementales. Référencé sans étiquette, le duo estime qu'aucun parti politique existant ne pouvait englober les idées qu'ils défendent aujourd'hui. On a toujours un petit peu nos affinités en politique. Mais il y a quelque chose qui est énervant de nos jours, c'est ces batailles, c'est-à-dire la droite d'un côté, la gauche de l'autre, les familles. Vous voyez, le mot famille m'énerve dans la politique. Et c'est pour ça que je ne voulais surtout pas faire partie d'une famille politique. Si les candidats ne savent pas encore exactement quels pouvoirs leur seront conférés au sein du département, une chose est certaine pour ce binôme, priorité à l'économie. Mais si on est au moins là pour être les porte-parole de dire qu'il faut essayer de développer l'économie, essayer d'aider l'agriculture, essayer d'aider l'agroalimentaire, les commerces et tout ce tissu social qui est dans notre département, eh ben c'est notre but. Autre priorité pour le binôme sans étiquette, l'accompagnement des anciens. Elisabeth Guillerme, qui est aide-soignante, connaît la problématique sur le bout des doigts. Je rentre dans les familles, je connais les complications qui sont liées à la vieillesse et on sait bien que dans les années à venir, ça va être un gros sujet qu'il va falloir aussi gérer. Concernant la parité de leur binôme, pas de mascarade de campagne, mais un véritable engagement à deux. Et avec Elisabeth Guillerme, on n'a pas du tout l'intention de se séparer, on n'a pas l'intention de se marier, je vous rassure, mais on a l'intention de travailler beaucoup ensemble, c'est-à-dire de faire en sorte que ce binôme continue à vivre. Dans ce canton de Landivisiau, qui a retenu sa respiration jusqu'à la fermeture de l'abattoir GAD, le binôme Puchois-Guillerme compte bien redonner un nouveau souffle au territoire. Là, on voit à la fois le rejet des clivages politiques classiques, mais est-ce que ces hommes et ces femmes de bonne volonté, quelque part, se trompent pas d'élection? Parce que l'économie non plus n'est pas dans le champ de compétences du département. L'économie, c'est clairement le champ de compétences des intercommunalités et de la région. Bien évidemment, on peut, en tant que conseiller départemental demain, porter le message de secteurs en difficulté, comme cela a été mentionné ici. Mais en termes de vraie action et de levier d'action, c'est la région et les intercommunalités. Ce n'est pas le département. René ? Il y a toujours un peu d'économie dans le... Alors, les règles ne sont pas encore bien définies, parce que c'est vrai qu'on va voter sans avoir
le périmètre exact des départements-régions, mais bon, il y aura rien de révolutionnaire, on le sait. L'économie peut rester une forme de compétence, y compris pour le Conseil général, parce que quand on parle de revitalisation de certains secteurs, etc., quand on fait du social, c'est aussi pour donner un petit coup de main à l'économie. Quand on va aider les gens de chez GAD, c'est aussi pour les aider à retrouver des entreprises et des choses comme ça. Donc l'économie étant dans tout, ils feront aussi un petit peu d'économie quand même, et on ne peut pas en faire abstraction. Alors, quand on parle de compétences, on a beaucoup entendu parler de l'abandon de la clause de compétence générale. Peut-être que le spécialiste que vous êtes peut rapidement nous résumer ce en quoi ça consiste. Alors très simplement, la clause générale de compétence, c'est ce qui permet à une collectivité territoriale d'intervenir sur tout champ de compétences qu'elle estime légitime. Et en faisant un petit peu d'histoire, il faudrait remonter à la loi de 1884, c'est ce qu'on appelle la grande loi communale, et qui en une phrase règle la chose. Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Donc en une phrase, il y a 120 ans, tout est dit. Cette phrase a été étendue aux départements et aux régions. Et ce qu'il y a de paradoxal, c'est que les collectivités ont considéré au fil du temps qu'accéder à la clause générale de compétence, c'était accéder à l'âge adulte de la collectivité. Et donc sur notre territoire aujourd'hui, le département jusqu'à très bientôt, la région et les communes ont la clause générale de compétence, mais pas les intercommunalités. Ce qui est prévu dans le projet de loi qui est actuellement en discussion au Parlement, c'est que désormais seules les communes bénéficieront de la clause générale de compétence, mais, parce qu'il y a un très gros mais, les conseils départementaux et les conseils régionaux pourront toujours intervenir sur certaines compétences. Donc il y a à la fois une volonté de clarifier les compétences, mais il y a aussi beaucoup d'hypocrisie parce qu'on permet aux conseils départementaux demain d'intervenir dans le domaine de l'aménagement du territoire, dans le domaine touristique, dans le domaine sportif, dans le domaine des subventions aux associations. Bref, tout ce qui aujourd'hui fait que le conseil départemental intervient. Bon, vous avez été très clair, mais je crois y avoir compris, du coup je crois que tout le monde s'y perd complètement. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, pardon René, juste que cette fameuse clause soit réservée aux communes et non pas aux intercommunalités? Parce que c'est là qu'est l'argent, donc c'est là qu'est le moyen d'agir. Mais aujourd'hui, une intercommunalité ne peut agir que sur son champ de compétences, que sur ce qui a été voté par les élus lors de la création de l'intercommunalité. Alors qu'une mairie a un champ d'intervention beaucoup plus large. Beaucoup plus large. René. Oui, on était sur les compétences. Eh bien, passe à la question suivante, mon cher Olivier. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Bon, très bien, sur les compétences. Donc, nous reviendrons sur ce sujet très épineux. Nous continuons notre tour d'horizon avec les candidats régionalistes. Alors, il y a des binômes UDB, il y en a 2, à Brest et Douarnenez. Et il y a aussi 5 binômes du mouvement Nous te ferons Bretagne, qui est conduit par le maire de Carhaix, Christian Troadec. C'est une figure qu'il n'est pas possible de dissocier du mouvement des Bonnets Rouges, qui a marqué l'actualité de l'année 2014 sur fond de contestation de l'écotaxe. Nous sommes allés à la rencontre du binôme Troadec. Oui, tout à fait. Faire connaître les propositions pour la région, quoi. Et pour le département, surtout. Voilà. Nous te ferons Bretagne est en campagne. Cette campagne pour les départementales, Christian Troadec et Corinne Nicole la mènent dans le canton de Carhaix-Plouguer qu'ils connaissent bien. Une priorité dans le programme de ces fondateurs du mouvement des Bonnets Rouges, maintenir l'emploi en Centre-Bretagne. On souhaite la création d'une agence de développement économique pour le Finistère. Alors moi j'étais dans la majorité départementale loyale jusqu'au bout, mais en même temps j'ai fait aussi entendre notre voix, la voix de Nous te ferons Bretagne régulièrement pour justement aller plus loin dans le développement de l'économie, de l'emploi sur le Finistère. Il y a ici des possibilités énormes, développement des énergies marines. En Écosse, c'est 130 000 emplois qui ont été créés dans les énergies marines. Ici, on est au début à bas, encore au début de cette filière. L'emploi reste la priorité, vivre, décider et travailler. C'est la guerre des nerfs. C'est clair que s'il n'y a pas d'emploi dans nos petites communes rurales, on ne pourra pas persévérer dans l'amélioration des conditions de vie. C'est d'abord l'emploi. Créé en 2010, Nous te ferons Bretagne veut propager les valeurs qui ont rassemblé les Bonnets Rouges tout en faisant barrage au Front National. Il faut se rappeler une chose, c'est qu'avant tout, le mouvement des Bonnets Rouges n'était pas un mouvement politique. C'est un rassemblement d'idées. On est, nous, dans la politique, mais pas la politique de parti. Donc il faut que le temps émerge, il faut faire sauter des clivages surtout. Je pense qu'avant toute chose, c'est très 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 important. Les Bretons se sont retrouvés dans le mouvement. On espère qu'ils vont se retrouver à nouveau sur la liste pour les élections. Et nous, on veut être là pour proposer vraiment des solutions à la population et on veut être l'antidote au Front National. Le Front National, c'est Paris, ce sont des Jacobins, ils n'aiment pas la culture, ils n'aiment pas la langue. Voilà, le Front National n'aime pas les Bretons. Si cette année, le parti ne présente des listes que dans 5 des 27 cantons que compte le Finistère, pour le moment, dans celui de Carhaix-Plouguer, les candidats de Nous te ferons Bretagne font partie des favoris.
Là, René, on a un exemple frappant d'une femme déjà engagée dans le combat syndical et qui accède au combat politique. C'est un des effets vertueux de la parité dont on parlait. Et puis des effets vertueux des bonnets rouges aussi, parce que là, le point commun, c'est quand même les bonnets rouges. Alors que c'est pas vraiment une élection pour les bonnets rouges, celle-ci, si je puis dire, pour Christian Troadec, parce que les bonnets rouges, bon, en ce moment, c'est un mouvement au sommeil, mais qui peut se réveiller. Si on retrouve un problème comme l'écotaxe, on sait qu'ils vont se réveiller et qu'ils seront aussi actifs qu'ils l'ont été jusqu'à présent. Alors c'est un peu éclaté en comités locaux, etc. Tout ça est un peu atomisé, mais on sait très bien que c'est un mouvement dormant et que le jour où il y a un problème équivalent à celui de l'écotaxe, ça peut se louer. Cette élection départementale, c'est pas vraiment une élection pour Christian Troadec et ses amis. Ils ne sont présents que dans 5 cantons, comme on le disait tout à l'heure. L'élection qui va vraiment les intéresser et où ils peuvent être extrêmement déterminants, ça va être les régionales de la fin d'année. Parce que si Christian Troadec réalise ses scores précédents de 5, 6, 7%, il peut être le faiseur de roi. Parce qu'entre la droite et la gauche, ça peut se jouer à 2 ou 3, et c'est peut-être lui qui fera la majorité. Là, c'est juste pour... Il avait intérêt ou c'est juste pour entretenir les braises il est conseiller général. Voilà, il n'est pas conseiller régional. Il n'est plus, il l'a été. Il est conseiller général, donc il veut maintenir conserver son mandat. Mais l'élection où il peut avoir un rôle déterminant et où là, il réveillera peut-être la flamme des bonnets rouges, c'est pour ces 5, 6, 7% qui seront nécessaires à la fin de l'année et qui peuvent l'aider à faire la majorité d'un camp ou de l'autre. On peut dire un petit mot peut-être, votre point de vue sur ce combat des bonnets rouges et sur l'impact qu'il n'a pas eu ou qu'il aurait pu avoir sur l'organisation du territoire. Le paradoxe de l'écotaxe, c'est qu'au départ, c'est une mesure qui est décidée, choisie, votée par le Parlement pour trouver une solution au désengagement de l'État, au désengagement financier de l'État. Rappelons qu'en France, l'État aujourd'hui investit 4 fois moins en euros constants qu'en 1980. Donc, à la fin des années 2000, on trouve une solution qui est de dire faisons financer une partie des infrastructures de transport, l'amélioration des TER, l'amélioration des routes nationales, par une taxe qui sera perçue en fonction de la circulation des camions. Mais là où la mécanique s'emballe et dérape, c'est que dans une région emblématique comme la Bretagne, la simple vision des portiques rappelle la question des barrières d'octroi de l'Ancien Régime, rappelle la gratuité du plan routier breton des années 70, le fait d'avoir ceinturé la Bretagne avec un réseau de 2 fois 2 voies gratuit. Et donc la sensibilité psychologique devient plus importante que la sensibilité réelle. Et quand les deux se combinent... Et la géographie. La géographie très particulière bretonne contribue à déséquilibrer et à faire rejeter massivement ce qui est au départ, je le rappelle, une solution pour faire payer celui qui utilise. Alors c'est peut-être d'ailleurs... Ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée, mais à partir du moment où il y a un rejet de la population de quelque chose qui est voté par le Parlement, le pouvoir en place ne peut que reculer. Et donc ça veut dire qu'on revient au système de financement traditionnel. Et le système de financement traditionnel aujourd'hui, puisque l'État ne le porte plus, ce sont les départements et les régions. Pour la Bretagne, ça risque d'être un paradoxe coûteux, puisque ce qui ne sera pas payé d'une certaine façon le sera d'une autre. Quid demain de l'amélioration du réseau ferroviaire? Quid demain de l'amélioration des 2 fois 2 voies en Bretagne? Mais c'était quand même une catastrophe pour la Bretagne, parce que la France, quand on la regarde, on dit c'est un hexagone, ça fait 6 côtés comme ça, mais pour quelqu'un qui est à Brest, il faut quand même faire 200 km avant de rentrer dans l'hexagone. Et ces routes-là étaient payantes. Déjà qu'être au-delà de Rennes, c'est un handicap, mais si en plus il faut payer pour les jusqu'à Rennes, c'est la fin des haricots. On va conclure cet entretien. Dans votre dernier livre, vous évoquez les différentes saisons, on va dire, des territoires. Le printemps des citoyens, l'hiver des finances locales. Vous situeriez le Finistère dans quelle partie de l'année? Plutôt le printemps, l'été, l'hiver? Le Finistère... Est-ce qu'il faut chaudement se couvrir? Le Finistère serait, en termes de paysage administratif et territorial de demain, serait plutôt sur le printemps ou sur l'été. C'est-à-dire que ce n'est pas un département énorme, avec une énorme métropole type Toulouse, type Lyon ou type Lille. C'est un département qui a suffisamment d'unité pour permettre la conduite de politiques départementales. Merci beaucoup Jean-Luc Boeuf, il est temps de nous quitter. Merci beaucoup René Pérez. Nous avons essayé de faire un tour d'horizon aussi complet, aussi équilibré que possible. Allez voter, c'est ça le message essentiel. Donc dimanche prochain, 22 mars, allez voter. Il ne faut pas laisser le parti de l'abstention être le grand vainqueur de ce rendez-vous. Nous serons au rendez-vous dimanche soir à partir de 20h30 pour une émission spéciale dédiée à ces élections départementales. À très bientôt. Bonne soirée.